C'est un accueil chaleureux qui a été réservé à l'ambassadeur de la France à Ziguinchor. Christophe Bigot était dans cette région dans le cadre du projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance. En effet, ce projet permet d'éliminer les abris provisoires pour ensuite les remplacer par des salles de classe beaucoup plus modernes dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor. On a décidé de concentrer 10 millions d'euros, c'est-à-dire 6 milliards et demi de francs CFA, à deux régions, la région de Ziguinchor et la région de Sédhiou, pour concentrer nos efforts, pour que cela produise des résultats et qu'on puisse ensuite en tirer toutes les conclusions. Alors, ce programme a trois objets. D'abord, il transforme beaucoup d'abris. Vous savez qu'ici, beaucoup d'élèves reçoivent des cours avec simplement un toit de chaume ou de zinc donc dans des conditions qui sont très, très pénibles, de grande chaleur, qui ne leur permettent pas de suivre des cours pendant la saison humide. Bref, il faut améliorer les conditions de travail des enseignants comme des élèves. Et cela va permettre d'avoir des cours qui vont prendre 9 mois. Des outils numériques ont été mis à la disposition des enseignants pour leur faciliter le travail. Ensuite, un deuxième volet très important pour le PAEPK, c'est d'améliorer le niveau de l'enseignement en proposant de nouvelles manières de faire, de nouvelles didactiques, de nouvelles pédagogies, avec des outils numériques. C'est ce que nous avons vu juste il y a quelques instants ici au collège Candé à Ziguinchor. Et un troisième volet, c'est le volet, je dirais, associatif, créer un esprit civique, créer un environnement favorable en associant les parents d'élèves. Moi, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, je suis allé voir le collège de Tobor, je suis allé voir l'école élémentaire de Sédhiou-Kane, et là, ici, au collège Candé, j'ai vu que les parents d'élèves étaient pleinement impliqués. Très important. Ce projet, qui a été financé par l'Agence française de développement à hauteur de 6,5 milliards de francs, va permettre aujourd'hui d'améliorer les conditions de travail des élèves et enseignants. Le PAEPK, c'est un projet qui en fait, est structuré en 3 composantes. Et à travers ces 3 composantes, c'est un projet qui est aligné parfaitement à la stratégie sectorielle qui a été définie par M. le Président de la République à l'issue des assises sur l'éducation et qui visait à mettre en place une école pour tous, une école de qualité, une école viable et pacifiée. À travers la mise en place d'une école pour tous, le PAEPK contribue à la résorption des abris provisoires à travers la construction de 30 écoles, établissements qui sont constitués de 22 collèges d'enseignement moyen et de 8 écoles élémentaires où il s'agira de mettre en place les salles de classe, des blocs administratifs, un laboratoire, une salle informatique, des points d'eau, accès à l'électricité. Et donc, par rapport à la mise en place d'une école de qualité, le PAEPK en fait, contribue beaucoup plus au renforcement des compétences professionnelles des enseignants, notamment à travers la rénovation du fonctionnement des cellules d'animation pédagogique. Et à travers la composante mise en place d'une école viable et pacifiée, donc on met l'accent ici sur le renforcement de la mobilisation sociale, pour permettre la participation effective des populations, des acteurs à la base, notamment les comités de gestion des écoles, les gouvernements scolaires et tous les acteurs qui gravitent autour de l'école pour une mobilisation sociale pour en fait renforcer la réussite scolaire, mais aussi assurer l'entretien des écoles. Touché de plein fouet par la crise casamançaise, le système éducatif dans la bande frontalière à la Gambie est plongé depuis des décennies dans un chaos. Pendant tout ce temps, le quotidien de l'école se résume à la lutte pour la survie, une situation devant laquelle les nouvelles autorités ne sont pas restées impassibles. C'est en tout cas tout le sens de l'engagement de l'État avec la mise en place d'un projet de modernisation des établissements scolaires
situés le long de la frontière avec la Gambie. Mardi dernier, au moins 3 CM ont été inaugurés par le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, à Siliti, Koudjoubé et Touba Frontière. Ce 5 février 2016, par ma voix, le président Macky Sall avait promis à Touba Tranquille, à Dimbaya et à Touba la construction d'écoles élémentaires et de salles de classe en remplacement d'abris provisoires. Nous inaugurons aujourd'hui, 23 mai 2017, ces 3 infrastructures scolaires. Les chefs des 2 autres villages sont venus célébrer avec nous la réception de ces salles de classe. Ce 5 février 2016, par ma voix, le président Macky Sall avait aussi promis à la communauté éducative de la région de Ziguinchor la construction de 8 collèges clés en main en remplacement d'abris provisoires. Nous venons d'inaugurer les collèges de Seleti et de Koudjoubé. Les travaux des 6 autres collèges sont terminés. C'est dire donc que ce 23 mai 2017, en communion avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative et sous leur contrôle, nous magnifions ces réalisations qui matérialisent de fort belle manière les réponses concrètes données aux doléances légitimes exprimées il y a un peu plus d'1 an par les populations soucieuses de l'amélioration des conditions d'apprentissage de leurs enfants. Désormais, cette bande frontalière, martyre de 3 décennies de conflits armés, sera une priorité pour l'État du Sénégal. Il s'agira de rendre attractives les écoles de cette zone en éradiquant progressivement les abris provisoires pour rendre sa dignité à la famille éducative. Donald Trump poursuit sa tournée diplomatique. Après l'Arabie Saoudite et le Proche-Orient, le président américain s'est rendu au Vatican où il a été accueilli par le souverain pontife. Une rencontre entre 2 hommes qu'a priori tout oppose. D'un côté le milliardaire républicain, de l'autre le pape des pauvres qui avait dénoncé le projet de mur à la frontière mexicaine et le décret anti-immigration du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Le président américain était accompagné de son épouse Melania, tout de noir vêtue, qui devait rendre visite à des enfants malades, alors que sa fille Ivanka devait-elle rencontrer une communauté catholique pour évoquer la lutte contre le trafic de migrants. L'entrevue entre le pape et le président américain a duré environ 30 minutes. Elle a semblé cordiale, à défaut d'être chaleureuse. Au programme également pour Donald Trump, une visite de la chapelle Sixtine et une rencontre avec le président et le Premier ministre italien. Le recueillement et l'hommage aux victimes. À Manchester, des milliers de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville, un symbole d'unité dans cette cité multiculturelle, saluée et encouragée par le Lord Mayor. Les habitants de Manchester se souviendront des victimes pour toujours. Et nous défierons les terroristes en faisant que nos diverses communautés travaillent ensemble de manière cohérente et dans le respect mutuel. Les responsables locaux présents et la foule ont ensuite observé une minute de silence, tout comme la reine Elisabeth II et son époux depuis Buckingham Palace. La première ministre britannique s'était elle rendue à Manchester un peu plus tôt dans la journée. Elle avait signé le registre de condoléances à la mairie et avait rendu visite à des blessés dans un hôpital. Pour ceux qui ont vécu de l'intérieur la tragédie, le souvenir restera longtemps prégnant. Je me souviens juste de l'odeur, je ne peux pas la décrire, c'était une odeur affreuse, raconte Shauna. Il y avait des sirènes qui retentissaient, la police partout, des sirènes partout, les gens couraient, criaient, c'était fou, complètement fou. Si Shauna, son époux et leur fille de 11 ans s'en sont sortis indemnes, d'autres n'ont pas eu cette chance et les volontaires sont venus en masse donner leur sang pour les blessés.
J'ai entendu les nouvelles ce matin au réveil. Ça fait un peu plus d'1 an que je vis à Manchester et j'ai eu le cœur brisé pour ces gens. Je me suis demandé ce que je pouvais faire. J'ai écouté la radio et ils appelaient à donner son sang. Comme j'ai un résus qui correspond, je suis tout de suite venue ici. Au-delà de l'empathie, il y aura eu à Manchester un immense élan de solidarité, de nombreux habitants ouvrant leurs portes aux rescapés et aux proches des victimes. Élu à la tête de la puissante Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus annonce de grandes réformes. Ce diplômé en biologie et infectiologie veut renforcer l'autonomie des pays en matière de santé, travailler à l'instauration de la couverture sanitaire universelle et veiller à ce qu'il y ait des ripostes solides dans des situations d'urgence. Je n'oublierai jamais les personnes que nous servons, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour ces personnes que nous servons. Mais elles ne seront pas ici à Genève à écouter nos discours. Pourtant, elles souffrent de maladies évitables. Elles s'appauvrissent à la recherche des soins de santé. Ensemble, nous sauverons et améliorerons les vies de nos frères et sœurs les plus vulnérables. C'est mon engagement que je prends devant vous. Cet ex-ministre éthiopien de la Santé est arrivé en tête des 2 premiers tours. Tedros Adhanom Ghebreyesus, le premier Africain à ce poste, hérite d'une agence à laquelle il a été reproché un manque de discernement sur la gravité d'Ebola. Il compte ainsi œuvrer à plus de transparence au cœur de l'OMS.